une des missions essentielles du syndic, la maîtrise des charges. On va donc s'adresser aujourd'hui aux propriétaires en essayant de comprendre les différents postes de charge, mais aussi d'identifier les leviers pour mieux les maîtriser. Pas les mépriser, hein. On va éviter de les mépriser, mieux les maîtriser. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir nos experts chez Foncia, Jean-Marc Guillot, directrice maîtrise des charges, et Vesna Ducic-Lacombe, responsable maîtrise des charges. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Eleonore. Merci d'être avec nous sur ce très confortable canapé, j'imagine, dans notre petit studio. Alors pour commencer, Vesna, de quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de charges en copropriété ? Alors les charges de copropriété correspondent à tous les frais générés pour le fonctionnement, l'entretien et la conservation des parties communes et des équipements collectifs de la résidence, ainsi que les frais liés à son administration. On parle là de frais et de charges courantes, mais ce n'est pas tout, parce qu'en plus des charges courantes, on va avoir des charges dites non courantes, c'est-à-dire structurelles, qui sont liées justement à des événements exceptionnels comme des travaux de ravalement ou encore des travaux de rénovation de chaufferie. Quels sont les postes de charge les plus courants aujourd'hui justement ? Alors on peut classer les charges en 4 catégories. Donc la première catégorie qui est très importante, c'est le poste énergie et fluide. Donc dans cette catégorie, on va retrouver tout ce qui est consommation d'eau, électricité ou encore le combustible qui est nécessaire lorsque on a justement du chauffage collectif ou encore de l'eau chaude collective. La deuxième catégorie de charges comprend justement l'ensemble des contrats de maintenance, mais également des contrats d'entretien, comme l'entretien des espaces verts, l'entretien ménager. Concernant les contrats de maintenance, je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard, mais voilà, c'est exactement des contrats très importants. La troisième catégorie comprend tous les frais administratifs, c'est-à-dire l'assurance, les honoraires de syndic, mais également autres frais administratifs comme les frais bancaires ou encore les frais liés à la tenue d'assemblée générale. Et puis enfin, le quatrième poste de charge, qui est un petit poste qu'on appelle fourniture et entretien, et qui correspond justement aux petits imprévus, aux petits travaux qui ne sont pas forcément intégrés dans les contrats de maintenance, mais qu'il est essentiel d'effectuer pour éviter justement que les parties communes ne se dégradent. Et puis on peut avoir un cinquième poste qui est le poste de gardien, quand il y a justement un gardien dans la résidence. Dans ce cas-là, on ne va pas forcément avoir le contrat d'entretien ménager, cette mission qui sera confiée au gardien. Voilà. Et alors du coup, ces postes de charge, de quoi ils dépendent ? Quels sont les contrats obligatoires aujourd'hui ? Alors, ces postes de charge, bien sûr, dépendent de leur nature, en fait, de la nature de la résidence, des équipements collectifs qui sont de la typologie de charge. Est-ce qu'on est sur du chauffage collectif ? Est-ce qu'on est sur du chauffage individuel ? Donc, vous voyez, il y a différents éléments qui peuvent influer sur les charges, mais les équipements surtout de la résidence. Et juste pour répondre à votre question sur les contrats obligatoires, tous les équipements de la résidence, donc les ascenseurs, les chaufferies collectives, ou encore les portes de parking nécessitent justement de ces contrats de souscrire un contrat de maintenance. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi tous les éléments liés à la sécurité incendie, comme les extincteurs. On n'y pense pas forcément, mais ce sont des contrats obligatoires. Encore le désenfumage et autres équipements qu'on peut retrouver justement dans la résidence. Merci Vesna. Jean-Marc, alors concrètement, si on rentre maintenant vraiment dans le cœur du sujet, la maîtrise des charges, comment est-ce qu'on l'optimise ? Comment on peut agir aujourd'hui ? Eh bien, il y a différents angles, Eleonore. Alors moi, il y a un angle que j'aime beaucoup, c'est les éco-gestes. Parce que ce qui est formidable avec les éco-gestes, c'est que ça coûte pas cher. Souvent, ça coûte rien. Et pourtant, ça peut rapporter beaucoup. Et c'est des automatismes qu'il faut prendre. Et puis, une fois qu'on les a intégrés, ça se fait tout seul, c'est vrai. On peut en citer quelques-uns ? On va en citer quelques-uns. Alors, moi, il y a une équation magique que j'aime beaucoup, qui est que quand on baisse la température d'1 degré, en moyenne, on fait 7% d'économie de frais de chauffage. Donc, 2%, Eleonore, ça fait 14%. On peut avoir un impact... 2 degrés. On peut avoir un impact également sur la consommation d'eau. Si on reste longtemps sous la douche, forcément on va consommer beaucoup. Et faire attention à une isolation à laquelle on ne pense pas toujours. On peut avoir de magnifiques doubles vitrages, mais malgré tout, si on a des rideaux et des volets extérieurs, on a tout intérêt à les fermer et on fera des économies supplémentaires. Donc il existe comme ça toute une série d'éco-gestes qui sont extrêmement simples à mettre en œuvre. Et alors, on peut parler du chauffage parce que au-delà aussi de l'éclairage, le chauffage est important. Est-ce qu'on a un autre exemple concret ?
Alors en matière de chauffage, oui, il y a deux angles. Le premier, c'est s'assurer lorsqu'on dispose d'une chaufferie collective, qu'on a un contrat qui est bien adapté aux besoins. Permettant de gérer au mieux la chaufferie, c'est-à-dire de l'entretenir, de réaliser, je crois que Vesna y reviendra peut-être, ce qu'on appelle des travaux de désembouage qui permettent de prévenir des problèmes éventuels et qui vont permettre de générer des économies de consommation. Un désembouage, c'est quelque chose qui va coûter entre 10 et 15 000 euros et qu'on fait environ tous les 8 ans et qui peut générer jusqu'à 4 à 5% d'économie. On peut également demander aux chauffagistes de réaliser ce qu'on appelle un équilibrage des réseaux. Je crois que tu y reviendras également. C'est une enveloppe assez réduite et qui permet d'avoir une bonne répartition de la température là où on le souhaite. Et puis ensuite, il y a le comptage. Et donc, ce qu'on préconise, là où ça n'est pas le cas, c'est de mettre en place des solutions de comptage individuel. Merci Jean-Marc. Alors Vesna, effectivement, je reviens vers vous pour parler de la maintenance, qui est aussi un poste déterminant. Quelles sont les principales raisons Alors effectivement, Eleonore, vous avez parfaitement raison, c'est un poste déterminant qui doit répondre à plusieurs objectifs. Le premier est de répondre à l'obligation réglementaire, donc c'est un contrat obligatoire, il est donc imposé par la loi. Le deuxième objectif est de permettre justement de maintenir les installations dans un bon état de fonctionnement. Donc bon état de fonctionnement, ça signifie tout simplement de limiter les pannes, assurer la durée de vie des installations, mais aussi garantir le confort de température dans les logements. Et le troisième objectif, qui n'est pas des moindres, Jean-Marc vient d'en parler, c'est de réduire les consommations énergétiques. Et ça, c'est très important, parce que faire les bons réglages, régler correctement la combustion, les températures, la pression, permettent de réaliser jusqu'à 12% d'économie d'énergie, donc de baisser la facture énergétique. Donc vous voyez, c'est en ça où justement ce contrat-là est indispensable et très important. Et puis j'imagine... Oui, Jean-Marc ? Oui, non, je voulais dire en matière de chauffage, parce que c'est un point qu'il faut mentionner, parce que là, on est axé sur la consommation. Ce qui va être déterminant également, c'est le prix auquel on achète l'énergie, qu'on parle de gaz ou d'électricité. On a tous connu, toutes et tous connu, donc une crise énergétique sans précédent en 2022. La bonne nouvelle, c'est que les tarifs de l'énergie sont pratiquement revenus aujourd'hui à leur niveau d'avant-crise. Et le conseil qu'on prodigue régulièrement à nos clients, s'ils ne l'ont pas déjà fait, c'est d'acheter maintenant pour là ou les années à venir, qu'on parle de gaz, qu'on parle d'électricité, et en gaz, d'acheter en prix fixe, parce qu'en matière d'achat d'énergie, on peut choisir pour du prix fixe ou du prix indexé. Le prix indexé, il varie tous les jours. On le préconise en période de crise. On n'est plus en période de crise. Le coût de l'énergie est relativement faible. Autant acheter maintenant pour l'année prochaine, l'année suivante, voire pour l'année 2027. Est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance justement sur de la partie négociation des contrats sur la chaufferie ? Alors, quelques points de vigilance. Le premier, c'est de savoir quelles sont les obligations du chauffagiste. Justement, est-ce que sur un contrat avec obligation de moyens ou est-ce que on est sur un contrat avec obligation de résultat ? Bien sûr, vous serez d'accord avec moi, un contrat avec obligation de résultat sera beaucoup plus engageant pour le chauffagiste. Et justement, pour revenir à cette obligation de moyens, si on est sur un contrat simple, justement, avec uniquement 4 visites par an, ça ne sera pas suffisant, justement, pour réduire les consommations énergétiques. Donc, attention, partez plutôt sur 12 visites par an, 10 à 12 visites par an. Et puis à l'inverse, si on est dans le cas d'un contrat avec engagement de résultat, c'est-à-dire qu'en plus de la maintenance, on confie aux chauffagistes l'approvisionnement et la gestion du combustible, nous ce qu'on préconise, c'est d'intégrer systématiquement ce qu'on appelle une clause d'intéressement. Ça permet justement de partager les économies réalisées, ça va inciter le chauffagiste à faire des économies par rapport à une consommation cible. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de partager les excès, les dépassements. Et donc, vous voyez, c'est en ça où ça va inciter le chauffagiste à faire les bons réglages. Et juste pour revenir un petit peu sur cette clause d'intéressement, en général, ce partage est de 50-50, donc 50% pour le chauffagiste, 50% pour le client. Nous, chez Foncia, nous avons négocié 1/3 pour le chauffagiste et 2/3 pour le client. Donc ça veut dire qu'en cas d'économie, les 2/3 seront pris en charge par le client. En revanche, en cas de dépassement, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que les 2/3 du dépassement seront pris en charge pour le chauffagiste. Donc vous voyez, ce type de contrat va inciter le chauffagiste à faire les Et ceci donc a été négocié donc avec 25 chauffagistes qui couvrent
tout le territoire national. Exactement. Et parmi lesquels on retrouve tous les plus grands acteurs du marché. Donc là, on a parlé de la chaufferie, on va aussi parler d'un autre aspect important, c'est les ascenseurs, effectivement. Aujourd'hui, ils représentent 4 à 7% du montant annuel des charges. Combien coûte aujourd'hui, en moyenne, un contrat de maintenance des ascenseurs? Il est très variable, Léonore. Il va de 1 200 € à plus de 4 000 € hors taxes par an. Donc vous voyez, il y a une grosse disparité justement avec les contrats. Pourquoi ces disparités finalement? Exactement. En fait, le prix du contrat d'ascenseur dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, les caractéristiques techniques. Alors, quelle est sa vitesse? Quel est le poids de la cabine? Quel est le nombre de niveaux? Ça dépend également de la vétusté de l'appareil. Est-ce qu'on est plutôt sur un appareil ancien? Est-ce que sur un appareil récent? Vétusté, c'est tout simplement la date limite des pièces. Donc forcément, est-ce que c'est l'ascensoriste qui va les prendre en charge? Est-ce que c'est la copropriété? Ça dépend également de la date de souscription du contrat. Alors là, vous serez d'accord avec moi, plus le contrat sera ancien, plus justement il sera cher. Alors pourquoi il sera cher? Parce que de toute façon, ce contrat, il va se renouveler tous les ans, mais en plus de se renouveler, son prix va être augmenté à la hausse, donc revu à la hausse. Et la troisième raison, le troisième paramètre qui est très important, c'est la typologie de contrat, justement. Et alors, quels sont les différents contrats qui sont proposés aujourd'hui par Foncia? Alors, sans trop rentrer dans le détail, la profession propose aujourd'hui 2 typologies de contrats. Le contrat minimal, qui est vraiment le contrat de base, qui a pour objectif de répondre aux obligations réglementaires. Et à côté de ça, nous avons ce qu'on appelle un contrat étendu, qui comprend l'ensemble des obligations du contrat minimal, mais également ce qu'on appelle une liste de pièces plus étendue, d'où son nom. Alors, nous, chez Foncia, on a un contrat supplémentaire, qui est un contrat étendu plus. C'est-à-dire qu'au-delà de comprendre l'ensemble des équipements, l'ensemble des pièces de remplacement, il va également intégrer la prise en charge des éléments vétustes. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un critère important aussi. Est-ce qu'on a un exemple concret justement pour les éléments vétustes? Je vais vous en citer un qui est très important, qui est un variateur de fréquence. Alors, un variateur de fréquence, c'est un équipement qui permet l'accélération et la décélération de la cabine, mais surtout ce qu'il permet, en fait, c'est d'avoir une marge d'erreur de plus ou moins 1 mm et d'aligner effectivement la cabine avec le sol. Donc, vous voyez, c'est un équipement très important. Alors, c'est un équipement électronique et donc ça veut dire que sa vétusté est de 10 ans. Ça veut dire qu'au-delà de 10 ans, c'est à la copropriété de la prendre en charge. Et cet équipement-là est très coûteux parce que son prix va varier de 5 000 à plus de 10 000 €. Ah oui, quand même. Voilà, en fonction des différentes technologies qui existent. Donc, si cette pièce-là est intégrée dans votre contrat, la copropriété forcément sera rassurée de ne pas devoir supporter ce coût par la suite. C'est très clair. Jean-Marc, dans nos précédents échanges sur la web radio, on a parlé donc de rénovation énergétique à travers les différents diagnostics qu'on propose aux copropriétaires. Des aides comme MaPrimeRénov' ou encore l'outil étude Rénov+, on vient d'en parler il y a quelques instants. Finalement, le dénominateur commun, ce sont les travaux qui correspondent au volet le plus coûteux au niveau des charges. Quel est votre rôle aujourd'hui pour accompagner les copropriétaires ? Alors déjà chez Foncia, et donc vous le savez, nous disposons d'un département qui est dédié à la rénovation énergétique. Comme nous ne prenons pas, nous, les décisions d'engager des travaux de rénovation énergétique, nous nous qualifions comme étant un influenceur de la rénovation énergétique. Et d'ailleurs, donc, moi, je recommande donc un guide de la rénovation énergétique qui est mis à disposition de nos clients, qui peut être téléchargé depuis, depuis le site Foncia assez facilement. Indépendamment de cette équipe projet, notre rôle à Vesna et moi-même, c'est de passer des accords. Département maîtrise des charges. Et donc nous passons des accords avec des entreprises qui sont chargées de réaliser donc, ces fameux plans pluriannuels, projets de plans pluriannuels de travaux qu'on appelle les 3 PT, voilà. des DPE collectifs, de façon à pouvoir orienter nos clients vers les meilleurs prestataires pour pouvoir réaliser ces études. Alors Jean-Marc Vesna, pour résumer maintenant, pour faire des économies, pour optimiser ces charges de copropriété, quels sont les 4 axes à retenir ? Écoutez, le premier axe, je l'ai mentionné tout à l'heure, ce sont les éco-gestes. Ils sont nombreux. Encore une fois, on les aime beaucoup parce qu'ils ne coûtent rien et ils peuvent rapporter beaucoup. Le second, et ça Vesna en a parlé, c'est de s'assurer que l'ensemble des contrats de maintenance qui sont en place sont adaptés à vos besoins, sont adaptés aux besoins de nos clients, qu'ils ne sont pas anciens. Un contrat ancien est par définition un contrat qui recèle des économies d'énergie s'il est renégocié.
Le troisième va porter sur les petits travaux d'entretien qui peuvent être réalisés. On a parlé tout à l'heure d'équilibrage des réseaux, on a parlé de désembouage, et puis pour finir, les travaux de rénovation énergétique globale qui peuvent donner lieu donc à l'attribution d'aides comme MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet.